Bonjour à tous et merci pour votre présence à cette première table ronde de ces 2 journées d'échange sur le sujet ambitieux de la décarbonation des mobilités. Donc, je suis Louise Fell, chargée d'études à la Fabrique de la Cité et j'ai le plaisir ce matin d'animer cet échange. Alors, on vient de l'entendre, Libourne incarne parfaitement les défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les villes moyennes en France. Évidemment, ce qui nous intéresse en particulier ce matin, c'est la ville périurbaine, périmétropolitaine qu'elle constitue et ce que cela implique en termes d'aménagement du territoire et évidemment en termes de déplacement du quotidien. Donc la décarbonation des mobilités, c'est important parce que si on veut évidemment décarboner nos économies, on doit s'attaquer au transport qui représente près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, en particulier parce que la voiture reste évidemment le principal mode de déplacement et parce que les distances domicile-travail ne font que s'allonger. Donc aujourd'hui, pour traiter de ce sujet-là, comprendre, anticiper et accompagner le changement de comportement, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Buisson, qui est maire de Libourne et président de la CALI, donc la communauté d'agglomération du Libournais, Jean-Luc Chervin, qui est vice-président de l'agglomération du Rouennais, Iba Debouc, qui est directrice déléguée territoire à l'AREP, l'agence pluridisciplinaire qui constitue des stratégies territoriales pour plus de résilience, Jérôme Sturla, du Lab AFEV, de l'association pour la Fondation étudiante pour la ville. Et enfin, Laure Wagner, cofondatrice de 1 km à pied, le logiciel RH pour rapprocher le travail du domicile. Donc pour commencer, parce que si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'à travers vos rôles, vous avez tous un terrain de jeu ou un territoire en particulier sur votre approche de la mobilité. Et donc, on peut commencer un premier tour de table pour raconter d'où vous parlez, de quelle mobilité en particulier. Monsieur le Président, je vous passe la parole. Bon, la question est vaste, donc je pourrais tenir longtemps. Je n'ai pas préparé ma réponse, donc je vais faire celle-là. Alain Juppé nous a quittés en Gironde il y a une petite dizaine d'années. Pour moins que ça même. Et j'entretenais avec lui une relation assez cordiale. Et il m'a dit, quand il m'a annoncé qu'il acceptait de rejoindre le Conseil constitutionnel et donc il quittait précipitamment son mandat de maire de Bordeaux, avec Juppé, les conversations sont toujours courtes. Et là, il avait envie de parler pour me dire qu'il n'avait pas compris en particulier un sujet, un moment, c'était celui des Gilets jaunes, et pourquoi les Gilets jaunes étaient venus brutaliser la ville de Bordeaux, alors que, de manière assez consensuelle, je ne dirais pas partout, mais enfin, avec les mêmes termes, mais il avait fait de Bordeaux et au-delà même de la métropole, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des métropoles les plus attractives de France, et de Bordeaux, probablement une vitrine intéressante après plusieurs décennies de chabanisme. Tout simplement parce que ce territoire, la Gironde, est un territoire hyper fracturé. Et que la métropole est apparue, ou apparaît pour les gens, les habitants des territoires périphériques, comme un territoire absolument inaccessible. Inaccessible en termes de coûts, de prix d'habitat, on ne peut pas y habiter, c'est trop cher, et inaccessible de manière physique. S'il n'y avait pas le train, et j'y reviendrai, en voiture, les centres de décision ou les centres d'emploi de la métropole depuis Libourne, ça peut être 2 heures. On est sur des temps de parcours qui sont proches du bassin parisien. C'est insupportable. Bon. Donc la problématique de notre territoire, c'est ça. La Gironde, pour parler de Libourne, c'est un département métropolisé. 50% de la population vit dans la métropole, de manière assez confortable, sur un plan mobilité, au moins. 50% de l'autre population, c'est-à-dire 600 000 personnes, vivent en dehors de la métropole. C'est pas le cas de Toulouse, hein, ou de Lyon. Et dans un vignoble, sur un habitat hyper dispersé, avec quelques villes moyennes. Mais Libourne, vous voyez, dans un des plus grands départements de France, Libourne est la plus grande ville hors métropole. 25 000 habitants, c'est pas non plus Los Angeles. Donc,
et un vignoble, c'est-à-dire beaucoup d'habitats dispersés, parce qu'au milieu des vignes, eh bien, on a des villages, Pomerol, que vous visiterez peut-être ou que vous croiserez peut-être, c'est 1000 habitants, Saint-Émilion, c'est 1500. C'est des villages de renommée internationale qui pourtant... Non, bon. Et donc les problèmes de mobilité, ils sont extrêmement forts. Donc ce qu'il a fallu faire, et ce à quoi il faut répondre aujourd'hui, c'est amener de la mobilité au sein des territoires que nous gouvernons. La Cali, par exemple, et Gilbert Mitterrand était l'un des premiers maires de France il y a plus de 15 ans, au moment où cette compétence était communale, à mettre les transports gratuits, et je l'ai étendu sur l'ensemble du territoire de la Cali, donc amener de la mobilité là où il n'y en avait pas, ça crée au moins du rabattement, ça crée aussi de la mobilité interne. Parce que ça permet, parce que Libourne est aussi la centralité de territoires qui se situent à 15, 20, 30 km d'ici et où on y vient parfois difficilement. D'où la place de la voiture à Libourne qui ne peut pas être exclue. Parce que quand on a une centralité, on vient à Libourne, quand on habite à Pomerol, on y va en voiture. Voilà, on n'y vient pas à vélo, on n'y vient pas en... Bon. Et puis de la mobilité pour nous rattacher au reste du monde. À la métropole d'abord et au reste du monde ensuite. Donc, pour faire court, la mobilité interne, c'est la compétence de l'agglo. La mobilité externe, ça a été effectivement je salue à nouveau Laurence Roy, vice-présidente de la région, cette formidable opportunité de tester ici, ce qui est pour nous un formidable booster, la naissance du concept de RER métropolitain, autrement appelé aujourd'hui SERM par la SNCF, Système Express Régional Métropolitain. Mais en tout cas, il y a 10-15 ans, vous preniez le train avec une grille horaire. Si vous aviez loupé le train de 7h22, eh ben, il fallait attendre celui de 8h15 et sinon c'était 9h25, je dis n'importe quoi, hein, mais enfin c'était de cet acabit. Là, aujourd'hui, vous allez à la gare de Libourne, vous ne connaissez pas l'horaire de train parce que vous savez que dans le quart d'heure qui vient, il y en a un et que dans 20 minutes, vous serez en gare de Bordeaux. Et ça change absolument tout. Absolument tout. Et donc, le grand chantier de notre territoire, en tout cas, c'est vraiment la mobilité. Et j'y reviendrai parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui ne sont pas réglées, à commencer par la gouvernance et en suivant par les financements. Merci beaucoup. Jean-Luc Chervin, donc vous êtes vice-président de l'agglomération du Roannais. Est-ce que les problématiques sont similaires ou... On vous écoute. Bonjour à tous, alors pas tout à fait, puisque déjà Roanne agglomération, alors Roanne c'est une ville-centre de 35 000 habitants, avec une agglomération qui a 40 communes et un peu plus de 100 000 habitants. Roanne est au nord du département de la Loire, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est la famille Trois-Gros, je pense que vous connaissez tous Trois-Gros, et pour les sportifs c'est la chorale de Roanne, et Saint-Étienne est au sud du département. Donc Roanne, quand même, l'agglomération rouennaise de 100 000 habitants, est à 1 heure de route de Saint-Étienne, 1 heure de Lyon, 1 heure et quart de Clermont-Ferrand. Donc nous avons vraiment un bassin de vie autonome de à peu près 150 000 à 200 000 habitants. Voilà. Avec les difficultés en termes de mobilité, c'est comme les villes moyennes, on circule facilement en voiture, avec des déplacements importants, parce que dans les 40 communes, en fin de compte, il y a 6 communes qui font le cœur de l'agglo, qui représentent 70 000 habitants, et 34 autres qui vont de 3 000 habitants jusqu'à une centaine d'habitants qui sont éloignés à 20 voire 30 km. Voilà, donc c'est compliqué pour ces personnes de leur assurer un transport en commun. Chez nous, à Roanne Agglomération, c'est le cœur urbain qui représente 85% des déplacements, avec une utilisation, comme je l'ai dit, de voitures assez importante, puisqu'il y a une spécificité aussi, c'est qu'on a une majorité de salariés qui rentrent chez eux pendant le temps méridien. Voilà, donc on essaye de développer, quand même d'attirer une nouvelle mobilité avec un nouveau réseau qu'on a mis en place, le développement du vélo, voilà, plein de choses nouvelles. Alors j'ai cru comprendre que chez vous, là, c'était gratuit. Oui. Voilà. Alors nous, ça l'est pas, on a une tarification solidaire, on a 1000 week-ends gratuits, donc c'est quelque chose qui a été très positif. Voilà. Et puis on essaye, alors je rejoins les propos aussi de Monsieur le Ministre, le renouvellement urbain, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont à l'extérieur,
Il faut à nouveau les attirer dans le cœur urbain parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, alors c'est long et ça coûte très cher, mais quand je dis renouvellement urbain, c'est de l'accession à la propriété et aussi des logements locatifs aidés de qualitatifs. Voilà, des logements sociaux, parce que quand on parle de logements sociaux, on a toujours cette tendance à dire logements sociaux, excusez-moi, cas sociaux, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque 80% des Français ont droit aux logements sociaux, bien sûr avec des loyers adaptés en fonction des revenus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Alors c'est d'autant plus difficile pour nous, les petites agglomérations, c'est que le prix du mètre carré, c'est pas celui de Bordeaux, c'est pas celui de Lyon, c'est pas celui de Montpellier, ailleurs. Donc ça attire beaucoup moins d'investisseurs privés. Donc les fonds publics nécessaires pour ce renouvellement est important. Voilà, donc c'est ce genre de dispositif qu'on fait pour essayer de redynamiser le cœur urbain et limiter les déplacements en dehors du cœur urbain qui sont nécessaires, mais essayer de faire prendre le plus possible aux citoyens les transports en commun. On a un schéma directeur aussi vélo, donc le vélo, la marche à pied, qui s'est beaucoup développé parce que je vais encore reparler du Covid, parce que ça a eu un impact quand même, on le mesure toujours chez nous. Alors on l'a mesuré au début dans les salles de spectacle, elles avaient de la peine à se remplir, là c'est vieux, maintenant c'est fini, toutes les salles de spectacle sont pleines, mais n'empêche que nous, dans Rouen Agglomération, pour les transports urbains, on a perdu 15% de fréquentation, qu'on récupère petit à petit avec un réseau neuf, et puis une gratuité des week-ends. Mais ça a été un impact fort pour nous. Super, merci. Oui, on comprend bien que la mobilité, les enjeux de la mobilité regroupent autre chose que les transports et l'aménagement du territoire. Justement, il va de vous que donc vous êtes directrice déléguée territoire à la REF, et justement votre travail, c'est de travailler plus sur tous ces enjeux de mobilité dans l'aménagement du territoire. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en tirez sur le rôle de la mobilité dans l'aménagement et inversement, du coup ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à la Fabrique de la Cité pour l'invitation. Moi, je vais parler du point de vue de conceptrice ou d'agence de conception. Donc, je représente AREP, qui est une agence de conception pluridisciplinaire, ça a été dit en introduction, qui travaille à des échelles différentes, avec une multitude de métiers, et qui est aussi, historiquement, l'agence des gares. Donc AREP est une filiale à 100% de SNCF Gares & Connexions. Donc on est amené à travailler régulièrement, quotidiennement, sur les espaces de mobilité que sont les gares, les espaces publics autour des gares, les quartiers de gares, avec un patrimoine dont dispose SNCF Gares & Connexions qui est absolument formidable. Plus de 3000 gares en France, plus de 10 millions de mètres carrés et plus de 10 millions de voyageurs au quotidien. Donc on travaille également sur la gare de Libourne, le pôle d'échange multimodal de Libourne. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc on porte une responsabilité parce qu'on travaille justement sur ces lieux qui sont à l'interface des enjeux de mobilité, mais aussi de construction, d'architecture. Donc deux secteurs extrêmement intéressants, mais particulièrement émissifs. On est sur plus de 50% des émissions nationales quand on prend le secteur de la mobilité et de l'architecture. Donc on a une responsabilité aussi dans la conception des espaces de mobilité sur la question de l'intermodalité, parce qu'il y a effectivement le transport ferroviaire qui permet justement d'aller dans le sens de la décarbonation, mais il faut le relier aux autres modes de mobilité dans les territoires. Donc une responsabilité qui est d'autant plus grande quand on travaille hors gare, donc à l'échelle territoriale. Donc moi je pilote la direction territoire et je travaille à l'échelle urbaine territoriale. Donc je travaille pour des collectivités, des territoires. Et donc pour moi, à cette grande échelle, c'est là où se pose la responsabilité sur la question de la décarbonation de la mobilité. Parce que c'est là où on fait de l'aménagement, c'est-à-dire on va venir définir les programmes, conditionner leur positionnement, parler de leur contenu, et c'est ce qui va venir conditionner dans un territoire les pratiques de déplacement et de mobilité des individus. Donc par l'aménagement, on arrive à rendre possible, voire facile, voire désirable, des nouveaux modes de déplacement qui peuvent être plus décarbonés, plus collectifs, plus solidaires, plus actifs dans les territoires. Et donc on est sur une matrice fondamentale qui est susceptible soit d'accélérer, soit de freiner la transition vers des modes de déplacement et des modes de vie en général plus résilients. Et donc l'aménagement, donc il y avait la question aussi du point de vue du concepteur, qu'est-ce que c'est la mobilité ? La mobilité, c'est quelque chose qui est effectivement une part d'aménagement spatialisé, mais aussi qui s'articule beaucoup avec les rythmes de vie, le mode de vie. Donc on s'intéresse aux pratiques des individus et puis à la réalité du besoin. Donc dans certains territoires, on va parler par exemple de surmobilité, une mobilité qui peut être vécue comme contrainte, pénalisante à de nombreux égards, parce que question environnementale, bruit, pollution, mais aussi pour des échelles plus individuelles. Le stress lié à la congestion, au temps perdu, passé dans les transports, etc.
Donc démarche spatialisée liée à des modes de vie, mais aussi, hyper important de le dire, et je crois que ça a commencé à être dit en introduction, c'est que la mobilité est un chantier à mener, c'est une brique qui est absolument indispensable, mais c'est dans un chantier qui est d'ambition beaucoup plus systémique, beaucoup plus large. Aujourd'hui, on ne peut pas penser la décarbonation des mobilités sans aborder les questions de mécanismes fonciers, de lutte contre l'artificialisation, de penser des logiques de développement urbain, et puisqu'on est à la rencontre des villes moyennes, de revitalisation, redynamisation des villes moyennes, petites villes, de remuscler les petites villes, comme le disait Monsieur Buisson en introduction. Donc il y a toute cette réflexion sur comment on intègre la mobilité dans la lutte contre le clivage qui peut exister entre les territoires et dans la lutte contre un effet de concentration qui peut uniquement être favorable à des métropoles, par exemple, au détriment d'autres territoires. Merci beaucoup. Laure Wagner, justement, vous êtes donc fondatrice d'1 kilomètre à pied et vous avez aussi passé pas mal d'années chez Blablacar. Qu'est-ce que vous en tirez donc, sur votre vision sur la mobilité et sur les réponses actuelles qui y sont données ? Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de mobilité du point de vue de l'experte mobilité vraiment transport, puisque j'ai travaillé 2 ans pour le ministère des Transports sur la Semaine européenne de la mobilité, puis 11 ans chez Blablacar, dont j'ai été la toute première recrue, la première collaboratrice des fondateurs et directrice communication pendant 11 ans. Je crois que j'ai 2 slides pour présenter un petit peu mon travail. En 2019, juste après le rapport du GIEC et post-Gilets jaunes, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on pouvait réduire l'impact de la mobilité. Et souvent, on prend la mobilité sous l'angle du moyen de transport. On se dit, les gens sont en voiture, ça n'est pas durable, donc il faut changer la voiture. Il faut que les gens fassent autre chose que la voiture. Et donc, j'ai pris un petit peu de recul et puis je me suis dit que finalement, la mobilité, c'était plutôt une équation avec plusieurs piliers. Il y a une distance qu'on doit parcourir. On va du domicile jusqu'au travail. Souvent, c'est le trajet qui structure tous les autres. Donc, il y a une distance à parcourir, fois une fréquence à laquelle on va faire ce trajet. On peut jouer sur la fréquence, mais assez peu finalement, parce que le télétravail ne correspond que finalement à 25% des actifs français qui ont un métier télétravaillable. Et fois enfin un mode de transport qui est plus ou moins carboné, plus ou moins gros, plus ou moins public ou privé. Voilà. Et donc, on a tendance, quand on se dit qu'il faut décarboner la mobilité, à se focaliser uniquement sur le moyen de transport. Depuis le Covid, la fréquence a pu être baissée un petit peu. Puis moi, je me suis dit, je vais m'attaquer à la distance. Je vous donne quelques chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail moyen des Français n'était que de 3 petits kilomètres à l'aller. Aujourd'hui, le trajet domicile-travail moyen des Français est de 13,3 km à l'aller. Et ça, c'est tout mode confondu. Si on ne prend que les automobilistes du quotidien, ils font 15 km à l'aller. Le chiffre sur les vélos, donc ça c'est le profil des automobilistes français du quotidien et qui nous anime tous puisque c'est ce sujet-là qu'il faut aborder, on se dit il faut faire du report modal, donc changer de mode. Mais connaissez-vous le profil des cyclistes aujourd'hui ? Ceux qui se sont mis au vélo, et beaucoup depuis le Covid. L'ADEME a consolidé un chiffre, là c'est dans le dernier numéro de l'ADEME Magazine, les cyclistes du quotidien font sur leur trajet 3,4 km à l'aller. Et moi qui m'occupe des plans de mobilité de Strasbourg, enfin de toutes les entreprises basées sur le territoire de Strasbourg, quand je prends tous ceux qui sont à vélo, c'est la ville du vélo, eh bien ils font 4 km de trajet médian, ces cyclistes strasbourgeois. Donc ça n'a rien à voir avec le profil des automobilistes qui en font 15. Et c'est ça qui m'a animée, donné l'idée de lancer un logiciel qui aide les entreprises, les employeurs, même publics, les employeurs publics aussi, dont vous faites partie, les villes, et privés, à identifier tous les agents publics, mais aussi tous les salariés du privé qui pourraient faire le même travail pour le même salaire, mais en étant mutés plus près de chez eux, en étant réaffectés plus proches. Donc c'était un pari. Donc c'était un petit teasing. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une réflexion sur le temps. Parce que ce qui empêche tout le monde de passer aujourd'hui à autre chose que la voiture, c'est le temps qu'on veut bien allouer à son transport. Parce que évidemment, les gens vont vous dire, bah oui, je pourrais prendre les transports, mais ça a été évoqué, c'est beaucoup plus long. Et ça, le temps, ça n'est pas extensible. Et je vous ai expliqué que la distance était passée de 3 à 13. La durée, elle, c'est une constante.
c'est 25 minutes depuis des décennies. On alloue, c'est le budget en transport, on alloue 25 minutes à son trajet domicile-travail. Et donc, en 25 minutes, que peut-on faire? Eh bien, on peut faire 5,4 km à vélo. On peut en faire 7,6 à vélo à assistance électrique. Et puis en voiture, ça dépend de la vitesse de la route, mais on va pouvoir en faire 20, 25, 30. Enfin, voilà. Et donc c'est ça qui explique qu'aujourd'hui les gens restent en voiture, c'est que ils ont 25 minutes. Et donc notre gros challenge, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut réduire les distances, faire en sorte que les gens puissent aller travailler en 25 minutes, mais à vélo. Et donc dans ce cas-là, hop, mécaniquement, mathématiquement, il faut qu'ils travaillent à 5,4 km maximum. Et donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait, grâce à l'aménagement du territoire, à l'emploi, etc., mais aussi à de l'intelligence ressources humaines, en fait, organisationnelle, de remettre tout ça en cohérence. Je crois que j'ai un autre slide juste après. Hop. Là, je vous présente... désolé, j'adore les chiffres, donc... en mobilité, il ne faut pas se tromper de chiffres. Si on découpe les trajets des Français en 3 catégories, les petits trajets, on va dire jusqu'à 5 km, les trajets moyens de 5 à 10 et les longs trajets de plus de 10, eh bien, là, c'est en ventilation en voyageurs kilomètres. Mais si on raisonne en nombre de trajets, en part de trajets, vous avez 33-35% des Français qui ont un petit trajet, effectivement, de moins de 5 km. Ensuite, on a 18% de 5 à 10 et 45% de plus de 10. Mais ça, c'est se tromper presque de raisonnement, parce qu'un petit trajet de moins de 5 km n'émet pas beaucoup de CO2, n'est pas cher, n'émet pas beaucoup de particules fines. C'est un petit trajet. Un trajet de 30 km, en revanche, émet beaucoup plus, coûte beaucoup plus cher, émet du CO2, des particules fines. Et provoque plus de trafic, du coup, forcément. Donc, en mobilité, il vaut mieux raisonner en voyageurs kilomètres. Si vous travaillez avec des cabinets, demandez-leur, donnez-moi la vision voyageurs kilomètres. Et donc, quand on regarde en voyageurs kilomètres, c'est-à-dire vraiment le nombre de kilomètres parcourus par catégorie, eh bien là, on se rend compte que finalement, les petits trajets pèsent assez peu, en fait. Comme c'est des petits trajets, il n'y a pas beaucoup de kilomètres parcourus. Et que la majorité, ça c'est les chiffres français, la majorité des kilomètres parcourus pour le domicile-travail le sont sur les trajets de plus de 10 km. Donc votre ennemi à tous, numéro 1, c'est pas même si c'est rageant, oh là là, les gens, ils font 4 km en voiture. Ça énerve, hein, bien sûr. Mais l'ennemi numéro 1, c'est quand même, au niveau CO2, particules, coûts, ce sont les trajets de plus de 10 km à l'aller. Et donc ma mission avec 1 km à pied, en travaillant avec les employeurs, c'est de changer, rien que ça, changer la structure des trajets des Français, en faisant en sorte qu'ils soient réaffectés d'un job où France Travail les a mis sur un job de cantinier, de, je sais pas, brancardier. La majorité des emplois en France sont des employés de terrain, au SMIC ou à peine plus, pour être réaffectés très agréablement à moins de 5 km de chez eux. Voilà ma mission. Merci. Merci beaucoup. Alors les mobilités du quotidien, c'est aussi les mobilités des jeunes. Et Jérôme Sturla, donc vous êtes directeur du Lab AFEV de la Fondation étudiante pour la ville. Donc que pouvez-vous nous dire sur la mobilité des jeunes et comment on peut mieux les prendre en compte dans la décarbonation des mobilités? Alors c'est vrai que j'ai un tropisme un peu particulier qui est la question étudiante. Mais donc l'AFEV a une existence maintenant depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on est dans un pays qui compte 2 900 000 étudiants, dont 1 700 000 décohabitent. Alors c'est vrai que l'histoire de la FEV est très liée à la question des quartiers populaires, puisque son origine, c'était, et c'est toujours, mobiliser des étudiants 2 heures par semaine pour intervenir au domicile d'une famille dans le cadre d'actions d'accompagnement à la scolarité. Donc ça, c'était un peu le projet originel. Mais aujourd'hui, du fait de la croissance du nombre d'étudiants, du fait aussi de cette croissance, une forme de démocratisation et une démocratisation sociologique aussi des étudiants, par extension, on a été amené à dépaysager nos interventions, et d'interventions qui étaient essentiellement concentrées dans les zones urbaines, métropolitaines ou de grandes agglomérations, progressivement, parce que la géographie prioritaire de la politique de la ville s'est aussi métastasée sur l'ensemble du territoire, et qu'au-delà des grandes agglomérations, aujourd'hui, la géographie prioritaire a une emprise nationale sur l'ensemble des territoires, et notamment sur les villes moyennes, ou les villes intermédiaires, ou les villes périmétropolitaines, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ces villes-là sont aussi dotées
d'antennes universitaires ou d'établissements d'enseignement supérieur pour absorber aussi cette croissance d'accès à l'enseignement. Donc l'accès à l'enseignement supérieur est devenu un enjeu économique, un enjeu culturel et forcément un enjeu de mobilité. Alors, on est peut-être, nous, à contre-courant de ce qui se dit là, puisque on est plutôt des gens qui essayons de favoriser la mobilité des jeunes aujourd'hui, parce que c'est pas parce que vous obtenez un baccalauréat dans une ville, qu'on va dire, un peu éloignée de l'offre d'enseignement supérieur, que mécaniquement, vous allez accéder à l'enseignement supérieur. Et une des questions cruciales, et ça a été évoqué tout à l'heure par Martin Malvy, c'est la question du logement aujourd'hui. C'est une question générique d'un point de vue national, mais plus particulièrement et plus spécifiquement cruciale pour la question des étudiants, puisque aujourd'hui, le revenu moyen d'un étudiant, c'est 1 000 euros. Le panier qui consacre en moyenne au logement, c'est 600 euros. On évoquait les gilets jaunes, on évoquait un certain nombre de sociologies de population tout à l'heure, que nous, on considère comme, on va dire, la classe moyenne inférieure, les catégories populaires, pour faire de la sociologie un peu de comptoir, mais en tout cas, on voit à peu près ce qu'on se raconte. Ne pas résoudre et ne pas se doter d'une offre de logement conséquente, c'est à un moment donné impuissanter toute une part de cette jeunesse à pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, donc à une forme de mobilité sociale telle qu'on la conçoit. Donc on a un programme, nous, qui s'appelle Colocation, un projet solidaire. Donc c'est des colocations, des jeunes qui vivent en colocation, mais qui, en plus de vivre en colocation, ont une application sociétale, puisqu'ils donnent 5 heures de leur temps dans le quartier d'implantation de ces colocations solidaires. Donc c'est une réponse en termes de logement abordable, puisque c'est des loyers entre 250 et 350 euros avant APL. Donc une vraie réponse économique, mais aussi une vraie réponse sociale, puisque la question du Covid a été évoquée. Et aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde récemment indiquant que 71% de la jeunesse vivait la question de l'isolement comme une préoccupation majeure. On a évoqué les questions de santé tout à l'heure. La question de la santé mentale chez les jeunes est aujourd'hui devenue une problématique très prégnante. Donc voilà, c'est un peu à travers aussi ces différentes actions, donc je ne le détaille pas parce qu'on a différents programmes d'action, mais c'est faire le pari de la mobilité étudiante à travers la question de l'engagement, à travers l'implication dans la cité d'accueil qui offre une opportunité en matière d'enseignement supérieur. Et finalement, c'est de créer une forme de nomadisme vertueux de jeunes issus de milieux ruraux, de villes intermédiaires et qui rejoignent des établissements d'enseignement supérieur pour après créer les conditions d'une sédentarité heureuse. Et là, la question posée, mais je crois que ça fait partie du deuxième tour de piste, c'est comment aussi les collectivités locales, face à ces enjeux-là, créent les conditions d'accueil de ces jeunes. Merci beaucoup, merci à tous pour ces précisions qui, je pense, montrent la complexité des enjeux dont il faut prendre conscience pour réussir cette transition des mobilités. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les méthodes, comment on fait pour opérer le changement, à quel niveau. Donc, Monsieur Philippe Buisson, si vous voulez expliquer un peu plus. On va voir après d'ailleurs le pôle d'échange multimodal, on va avoir une présentation par Thierry Marty, mais si on peut peut-être continuer sur les projets en cours à Livourne et dans la Cali. Oui, à grands traits. Je l'ai dit, amener de la mobilité interne à une communauté d'agglo, pour nous, et c'est pas un modèle forcément exportable partout, c'est passé par des bus gratuits, avec ce petit insert. Quand on met la gratuité des bus, qu'est-ce qu'on perd ? En vérité, on perd les recettes. Hein. Bon. Et nous, les recettes, on n'en avait pas, donc puisque personne ne prenait le bus, ou très peu. Bon, donc vous aviez à Libourne des gens qui voyaient passer des bus, ils étaient vides, ils avaient compris que c'était à peu près pas avec leur impôt, même s'ils avaient un peu tort, puisque c'était le versement transport qui est aujourd'hui le versement mobilité qui finançait le bus. Mais enfin, peu importe, vous voyez des bus gratuits, des bus payants, vides ou à peu près vides. Et dans cette ville qui est plate et qui est de petite dimension, eh bien, on a la culture de la voiture. Tout le monde amène son gamin à l'école, au collège, au lycée en voiture, etc. Bon. On avait moins de 300 000 euros de recettes par an. Hein.
Donc vous voyez, donc ce qu'on a perdu en mettant la gratuité, c'est ça. Sauf que ce qu'on a gagné, c'est qu'on a des bus pleins aujourd'hui. Et la problématique, c'est plutôt une problématique de surcapacité que de voir des bus vides. Et la grande surprise, ça a été, parce qu'on s'est assez vite rendu compte que ça fonctionnait dans la ville-centre, Libourne, est-ce que ça allait fonctionner en milieu périurbain ou rural? Oui, la réponse est oui. Ce sont des centaines de milliers de passagers par an entre Coutras et Libourne, par exemple. Et on a amené dans tous les villes et villages de la Calice, c'est 45 communes, de la mobilité là où il n'y en avait pas. Ça, c'est la première réponse. On crée de la mobilité, on crée de la mobilité pour la jeunesse, on crée de l'autonomie pour la jeunesse et les personnes âgées, essentiellement. On crée du pouvoir d'achat, on amène un peu de pouvoir d'achat, on amène du report modal. Bon, bref, c'est assez vertueux et l'impôt est efficient, c'est-à-dire que les bus sont pleins. Pour autant, on n'avait pas réglé le problème de comment on se connecte au reste du monde, à la métropole. Parce que, je l'ai dit, la Gironde a ce site particulier, c'est pourquoi il y a une expression très forte en Gironde, des gilets jaunes, c'est qu'on a de l'habitat très dispersé, parce que nous sommes un vignoble, et qu'il n'y a pas beaucoup de villes en Gironde, et que donc on ne peut pas faire passer des lignes de bus, des lignes de train, du déplacement collectif dans de l'habitat dispersé. Donc la Gironde a incontestablement un problème, c'est de gérer son rabattement vers la métropole, là où il y a l'emploi. En Gironde, l'entreprise à la campagne, c'est un concept qui se développera peu. Alors vous avez raison, hein, il y a beaucoup à faire pour qu'on soit vertueux dans comment dire, les affectations d'emploi. Ok. C'est donc la bonne nouvelle. J'accélère. La bonne nouvelle, c'est le RER métropolitain. Et il y a une espèce de deal. La région, l'État, un peu la métropole, finance le RER métropolitain. Et ensemble, on finance aussi le report modal à travers le pôle d'échange multimodal. Vous allez voir, il y a une maquette, la REP est notre partenaire. On a réussi à aligner toutes les familles de la SNCF à les faire travailler ensemble, ce qui est quand même une gageure incroyable. Il a fallu quand même que Jean-Pierre Farandou s'en mêle ad nominem pour... Mais enfin, c'est un laboratoire, tant mieux. Il faut que la SNCF soit... mais c'est en train de le devenir un partenaire des territoires aussi, hein, et pas simplement un comptable du nombre de transports effectués par jour. Pour nous, organiser cette mobilité vers la métropole et se doter des outils, notamment d'un pôle d'échange multimodal, qui est un silo, mais pas simplement, c'est du rabattement, c'est créer un objet urbain autour d'un quartier de la gare. Ça embrasse la problématique d'Action Cœur de Ville, qui a fait dans Action Cœur de Ville 2, justement, de ses priorités, de réfléchir sur l'aménagement des quartiers de gare. Mais ça pose deux questions qui ne sont aujourd'hui pas réglées. C'est la question du financement. Comment on finance aujourd'hui les mobilités sur les territoires? Sur le territoire de la Cali, communauté d'agglos, c'est relativement simple, c'est le versement transport prélevé pour les entreprises qui ont plus de 8 ou 9 salariés, je crois, ou 10, dont acte. Une agglo ayant forcément la compétence obligatoire transport. Mais le mec qui habite Saint-Émilion, à 2 km de Libourne, a priori, il ne finance pas ça. Il ne vient pas au financement ni de la compétence, ni des outils. Et donc, on a un problème aujourd'hui comment dire, d'amener de la fiscalité vertueuse qui finance les outils de mobilité. La mobilité, c'est un impensé en France, où c'est on laisse cette compétence qui est absolument fondamentale, on se le dit depuis ce matin, dans un tête-à-tête entre la région et la métropole, et des opérateurs comme la SNCF. Les territoires n'ont jamais droit au chapitre. Quand on est une agglo, on l'organise entre nous.
On met des bus gratuits, on fait ce qu'on peut. Mais jamais on m'a interrogé, par exemple, et ça fait un petit moment que je suis ici, jamais on m'a interrogé pour savoir comment on allait de Libourne à l'aéroport de Bordeaux. Comment on allait de Libourne sur des grands centres d'intérêt métropolitain. Le Grand Stade, Parc des Expositions. Prenez l'avion pour aller à l'aéroport. Enfin, si vous voulez aller à l'aéroport de Bordeaux le matin à 8h, il faut partir à 5h30, 6h. Vous vous rendez compte? C'est à 30 km. Jamais quelqu'un n'a associé le maire de Libourne, le président de l'agglo, même quand il s'appelait Mitterrand, pour réfléchir comment on crée de la mobilité. C'est une réflexion qui se passe entre la région et la métropole. Point barre. Et ça continue. Et je le redis encore, je suis président d'une agglo qui est une AOT, qui organise un peu le transport. Mais la communauté de communes de Trifouillet-la-Galette, juste à côté, elle, alors, c'est pas de son, pas d'image. Elle est à peu près contente parce qu'elle ne verse pas elle n'est pas appelée à la contribution d'un versement mobilité. Mais ça, c'est quand même avoir un peu la vue basse. Mais la population, elle, est désespérée parce qu'il n'y a pas d'outil de mobilité possiblement mis en place. Donc, il faut, au-delà des expériences qui peuvent être des réussites ici ou là, au-delà de cette grande chance à laquelle je n'ai même pas participé dans la... Enfin, le RER métropolitain, c'est un truc qui nous arrive qu'on n'avait même pas espéré. On n'a même pas demandé. C'est venu comme ça. Noël, merci. Tiens, on va vous amener le RER métropolitain. Je dis ça, c'est exceptionnel. C'est un truc qu'on ne s'est même pas battu pour. Parce que, tout simplement, encore une fois, on n'avait même pas de roche à bille. Là, il trouve qu'on a pensé à nous. Mais le message essentiel que j'ai envie de faire passer ce matin sur cette table ronde, c'est la question de la mobilité n'est ni pensée dans sa gouvernance, ni dans ses financements. Donc, on est loin du compte, on est loin d'un moment où le département de la Gironde sera réuni dans une aventure collective où on va régler à terme la question de la mobilité avec l'ensemble du territoire. Avec pourtant, et je termine par là, encore une fois, un des départements de France les plus embouteillés. Voilà. Donc, il y a un vaste champ à explorer et à faire évoluer dans les années qui viennent. Sinon, eh bien, on continuera à désespérer, sinon Billancourt, en tout cas Saint-Émilion et Castillon. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Charvin, à l'agglomération du Rouennais, vous avez aussi beaucoup de projets en cours et à venir. Et si vous souhaitez également rebondir sur ce qui vient d'être dit, évidemment. Alors, pour rebondir sur le CERM, effectivement, concernant la région Aura, donc Roanne est bien sûr dans cette problématique, mais nous n'avons pas les mêmes fréquences que Bourg et Bordeaux, bien sûr, parce que ce n'est pas la même distance. Mais il y a des vrais enjeux et j'ai peur qu'on fasse rêver les citoyens. C'est-à-dire qu'à mon avis, financièrement, il faut être crédible. Quand je vois tout ce qu'on veut créer dans la région Aura, en sachant que, par exemple, que les gares de Lyon sont saturées, donc il faut créer des nouvelles voies avec de l'acquisition du matériel. Donc c'est très coûteux. Et quand on se lance dans des opérations comme ça, c'est une vision peut-être à 30, 40, 50 ans. Donc dire du jour au lendemain, on aura des trains RER qui vont faire Saint-Étienne-Lyon en plus, parce que Saint-Étienne-Lyon, ça doit être la ligne de ferrée la mieux fréquentée de France, avec les soucis qu'on a eus en termes d'inondation, puisqu'il y a eu des inondations quand même assez fortes, assez catastrophiques. Donc il faut revoir déjà la cohérence, la résilience de ces lignes comme elles sont faites, les adapter et faire de nouveau. Donc j'ai peur que ça prenne plus de temps, enfin en tout cas pour notre région, que prévu et que ça soit beaucoup plus coûteux. Concernant Rouennais Agglomération, donc je l'ai déjà un peu dit, le fonctionnement du réseau, nous avons souhaité revoir le réseau et en faire un réseau électrique, totalement électrique.
avec l'acquisition de 27 bus. Donc c'était un projet ambitieux et coûteux, puisque le projet a coûté grosso modo à peu près entre 23 et 24 millions d'euros. En sachant que nous avons souhaité avoir qu'une énergie électrique et pas électrique et thermique par simplification, parce que dans le dépôt ça créait des problèmes. En fin de compte, nous avions une crainte pour la livraison des bus électriques. C'est un constructeur français, c'est Iveco Liège. Ça s'est très bien passé. Nous l'avions prévu en plusieurs tranches, 3 tranches, et nous allons la faire en 2 tranches. Nous avons actuellement 9 bus. Nous n'avons aucun souci technologique, technique. Et les 18 bus vont arriver d'ici la fin de l'année 2025. Dans ce genre de projet, en fin de compte, ce qui nous a été le plus pénalisant, c'est le réaménagement du dépôt. Parce que nous rentrons dans des ICPE, des installations classées pour l'environnement, avec beaucoup de normes réglementaires. Et en fin de compte, on a pris beaucoup de retard sur ce dépôt, ce qui a décalé un peu le projet. Néanmoins, une fois que ça a été fait, c'est une satisfaction générale. On avait une crainte qu'on ait eu des pannes. Il n'y a pas eu de panne. Tout fonctionne très bien. C'est une satisfaction pour les chauffeurs, pour les usagers, pour les piétons, parce qu'en centre-ville, quand on a un hub où il y a une 8-10 cars thermiques qui tournent en permanence et qu'on a des bus électriques qui rejettent aucun gaz, parce qu'on a une réduction de gaz à effet de serre de 95%. Donc c'est quelque chose qui a été très, très apprécié. Et en parallèle, on a mis en place la gratuité pour le week-end. Et la gratuité pour le week-end, ça a été une vraie réussite, puisqu'on a eu 70% d'augmentation de fréquentation sur le week-end. Voilà. On n'a pas mis la gratuité totale parce que ça représente un coût de 1 500 000 € par an. Donc, pour une agglo comme Roanne Agglomération, en clair, c'est 10 millions sur le mandat. Alors, donc, on en faisait des investissements assez forts. On n'a pas voulu aller jusque-là. En parallèle, on a d'autres services, comme ce qu'on appelle le TLD, le transport à la demande, sur les réservations, donc qui sont plus sur réservation. Donc, en quelque sorte, c'est des lignes virtuelles qui fonctionnent comme des lignes régulières, sauf que c'est sur réservation. C'est pour les zones économiques, pour la gare aussi SNCF, parce qu'on souhaitait accompagner les gens qui prennent les trains, par exemple, pour aller à Lyon ou Saint-Étienne, en sachant que notre environnement économique, c'est plutôt Lyon que Saint-Étienne, donc accompagner les gens pour les emmener à la gare et qu'ils puissent prendre le train, et le soir, les derniers trains, quand ils reviennent de Lyon, pour en fin de compte, assurer le retour. Voilà. On a un service aussi TPMR, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, c'est du porte-à-porte et qui a un vif succès. D'ailleurs, quand ça fonctionne, ce genre de service, ça coûte très cher. Et on a tendance aussi, alors c'est toujours pareil, il ne faut pas qu'on supplée, qu'on remplace les transports des personnes qui devraient être assurés par des véhicules sanitaires. Voilà. C'est un peu la limite chez nous. Mais ça assure vraiment un service de qualité pour ceux qui sont dans le cœur urbain. Voilà, et puis on a souhaité aussi, en termes de mobilité, puisqu'on a une augmentation des voyageurs avec les nouveaux bus électriques, pendant le Covid, et c'était un plan de mandat aussi, on a mis en place un schéma directeur vélo, avec la création d'un service Bikey. C'est des vélos à assistance électrique avec un prix très attractif, puisque le premier mois de location, c'était 40 €. Donc pour un vélo électrique qui sont vraiment de bonne qualité. En plus, on avait une convention avec une association de cyclistes, donc qui vérifiait tous les vélos, qui accompagnait les gens, qui leur faisait voir comment ça fonctionnait, etc. Et on a eu vraiment un réel succès, puisqu'au début, on était parti... on ne savait pas trop comment ça allait marcher avec 100 vélos. On est monté à 200 vélos et ils sont tous loués. Donc c'est quelque chose de positif. Et on voit maintenant, alors c'était d'une part pour bien sûr augmenter la part vélo dans l'agglomération, mais aussi pour redonner goût à certaines personnes qui ne sont pas sportives, qui n'avaient plus l'habitude de faire du vélo, de refaire du vélo. Et ça a marché. Et en fin de compte, on voit de plus en plus de vélos à assistance électrique dans le Rouennais ou de gens qui font du vélo. On a aussi les jeunes avec les trottinettes électriques. Et puis, chose nouvelle qu'on voit chez nous aussi, c'est des jeunes adolescents qui ont des petites voiturettes électriques. Voilà, c'est quelque chose de nouveau aussi. Voilà, donc
c'est plusieurs facteurs et puis comme je l'ai dit, le renouvellement urbain et d'autres dispositifs. On a parlé aussi de la santé, parce que quand les gens viennent habiter dans le cœur urbain et utilisent aussi les transports en commun, c'est parce qu'il y a les services. Donc on a fait le nécessaire. Alors monsieur le maire, dans ma commune, je suis peut-être le seul dans la Loire certainement, on a créé un centre de santé municipal. C'est quelque chose de novateur. Je dévie un peu de la mobilité, mais ça attire quand même des gens dans le cœur urbain qui utilisent la mobilité. Et ben, en fin de compte, ce sont des médecins qui ne sont pas libéraux, mais des médecins qui sont le salarié de la commune. Voilà. Donc c'est quelque chose de novateur. Et on avait quelques doutes, mais en fin de compte, ça attire beaucoup de jeunes femmes, notamment, qui ne souhaitent pas travailler 70 heures par semaine comme les professeurs, comme les médecins en libéraux, et qui peuvent avoir des enfants et vivre une vie de famille tout à fait normale, comme elles l'espèrent et comme elles le méritent. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme Sturla, on vient d'entendre donc 2 retours d'expériences territoriaux. Comment on peut faire pour faciliter la mobilité des jeunes ? Est-ce qu'il y a des exemples de villes Il y a des réponses très opérationnelles telles qu'elles sont déclinées ici, mais c'est simplement arriver à prendre conscience que la mobilité est facteur profond d'inégalité sociale. Et qu'aujourd'hui, plus vous êtes diplômé, plus vous vivez loin de chez vos parents. Donc à un moment donné, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Donc s'il n'y a pas une attitude à un moment donné volontariste pour organiser aussi la mobilité de publics jeunes pour qu'ils puissent accéder à des ressources qui sont concentrées soit dans les agglomérations, soit aujourd'hui dans les villes intermédiaires, ben vous avez toute une frange de la jeunesse pour des raisons économiques et des raisons culturelles qui n'en bénéficieront pas, donc qui d'une certaine manière seront assignés à résidence. Alors je ne réitère pas l'enjeu fondamental pour moi de la question du logement, puisque c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, la mobilité c'est sympa, mais c'est un peu comme les voyages, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le trajet entre le point de départ et le point d'arrivée, il peut être intéressant, mais à un moment donné, il faut pouvoir atterrir quelque part. Donc je crois que c'est aussi dans l'approche des collectivités locales d'avoir une vision beaucoup plus interterritoriale, parce qu'il y a des champs de compétences qui sont répartis en fonction des collectivités locales, mais si on prend la question de la jeunesse, à un moment donné, il y a des temps de vie ou des besoins qui margent, ou des problématiques et des enjeux qui marchent sur différentes collectivités locales. Donc je sais, là, nous, on travaille sur Villeurbanne en lien avec une ville de la Drôme, où ça a permis de faire ressortir les contrats de réciprocité, par exemple. Donc là, c'est aussi des capacités à un moment donné d'avoir ces collaborations croisées entre une collectivité qui peut avoir le souci aussi de la mobilité de ces jeunes pour accéder à l'enseignement supérieur. On a fait une étude sur le bassin de Valenciennes, où c'est la ville de Denain qui nous a dit mais comment, à un moment donné, on peut aussi organiser la mobilité de nos jeunes pour qu'ils puissent, à un moment donné, satisfaire leurs aspirations. Mais ça ne peut pas se faire si à un moment donné, la ville de Valenciennes ne se vit pas simplement comme une métropole qui se dit « Oh, les étudiants, c'est soit un problème, soit c'est des gens qui ne votent pas, donc on ne le prend pas en considération. » Et à l'inverse, des collectivités qui pourraient se dire comment on fait pour assigner, en fait, pour fixer notre population, pour revitaliser le territoire. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses à redéconstruire, mais je pense que ça passe par des coopérations intercollectivités locales, puisque l'étude de Valenciennes, on l'a portée sur 1000 lycéens qui habitaient c'est un peu les mêmes configurations ici. Alors là-bas, c'est pas la vigne, c'est la mine, mais il y a une atomisation totale des territoires et des villages. Les jeunes qui vivent de manière la plus éloignée de Valenciennes, à 50% manifestent la volonté de vivre ou de poursuivre des études dans un territoire de proximité.
Donc ça, c'est aussi une donnée qui est importante. C'est-à-dire que tous ne veulent pas avoir et se projeter dans des grandes mobilités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient dans le cadre de leur poursuite des études. Donc ça déconstruit aussi, pour une certaine génération, le mythe de l'auberge espagnole et de Barcelone. Donc ça veut dire que sur des grands bassins de vie, il y a nécessité aussi de prendre en considération ces aspirations-là. Merci beaucoup. Iba Debouc, vous avez travaillé donc, sur des territoires variés et dans des villes particulièrement dépendantes à la voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour justement prendre en compte tous ces aspects systémiques presque dans l'aménagement du territoire et des mobilités ? Alors, je vais parler d'une étude que l'on a menée pendant environ 2 ans, entre 2022 et 2023, sur le territoire du Grand Annecy. Donc, on est sur une agglomération d'une 30aine de communes, avec la ville-centre qui est la ville d'Annecy, 60% de la population de toute l'agglomération, donc 200 000 habitants, dans un contexte alpin, donc avec un paysage splendide entre lac et montagne. Alors pourquoi cette étude ? Donc c'est une étude prospective qui s'appelle parfois Grand Annecy 2050, parfois Grand Annecy Agglomération Archipel. Je vais revenir sur la question de l'archipel. Pourquoi cette étude prospective a été lancée ? Parce qu'il y a d'abord eu une consultation citoyenne avec la mise en place d'un observatoire citoyen et que les conclusions de cette consultation citoyenne ont montré un versant positif mais aussi un versant négatif auquel il fallait répondre. Le versant positif, c'était l'attachement très fort des habitants, des élus à ce cadre de vie, à ce paysage, et puis au dynamisme du territoire. Annecy, c'est à 40 km de Genève, et ça n'y est pas pour rien. Et puis c'est un territoire qui a connu une croissance démographique absolument soutenue lors des dernières décennies, entre les années 60 et aujourd'hui, qui a doublé de population. Et le versant négatif, il est en lien avec cela, parce qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui se questionne sur son modèle de développement, qui a peut-être atteint ses limites face à des fragilités locales et globales. Les fragilités locales, c'est la pression immobilière, la pression foncière, la saturation des infrastructures qui sont en lien avec la croissance démographique et le dynamisme du territoire. Mais on a eu une forme de développement plutôt subi que planifié. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un empiètement extensif de l'urbain sur le rural qui n'est pas tout à fait contrôlé sur le territoire. Et puis les fragilités globales, c'est le changement climatique, c'est un phénomène mondial, social, sociétal, qui s'exprime davantage dans le Grand Annecy parce qu'on est aux premières loges, on est en contexte alpin, c'est 2 fois plus de réchauffement climatique que la moyenne mondiale, et ça se voit. Donc les habitants voient leur paysage se transformer, la neige qui disparaît sur les sommets, le niveau du lac qui a baissé, et on le voit derrière moi, il y a quasiment le tiers du territoire qui est occupé par des exploitations agricoles qui sont menacées. Donc c'est les alpages, les cultures fourragères, le reblochon. Et aujourd'hui, par les sécheresses plus fréquentes, plus violentes, ce modèle agricole est totalement menacé. Et c'est un patrimoine du territoire. Donc face à toutes ces questions-là, et face aux résultats de la consultation citoyenne, l'agglomération a décidé de lancer une étude prospective, donc projection dans le futur, pour dessiner 3 scénarios d'évolution future du territoire qui permettent d'alimenter ensuite le futur PLUI-HMB, donc plan local d'urbanisme intercommunal, habitat, mobilité, bioclimatique. Et donc j'ai parlé de changement climatique. Sur la slide suivante, je reviens sur la question de la mobilité et le carbone. Alors c'est quoi le lien ? Le changement climatique, c'est un phénomène complexe, mais son origine est simple, c'est l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc pour le territoire du Grand Annecy, le principal poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la mobilité, c'est 25% des émissions. Pourquoi ? En résumé très très rapide, c'est parce qu'on a des distances parcourues relativement longues et une forte dépendance à l'automobile. Les distances parcourues relativement longues, c'est lié à la mobilité domicile-travail transfrontalière qui concerne pourtant que 10 000 personnes, mais c'est plus de 50% de la part d'émissions carbone de la mobilité sur le territoire. Et ensuite, il y a une forte dépendance à l'automobile qu'on voit derrière moi parce qu'il y a très peu de recours au transport en commun et plus de 70% des déplacements qui sont réalisés en voiture. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux sur la mobilité. Ensuite, les scénarios. Donc les scénarios, ce qui nous a été demandé d'esquisser, c'est un peu sur le modèle des scénarios de l'ADEME, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire montrer 3 trajectoires, 3 choix politiques, choix sociaux, choix sociétaux,
qui adresse les enjeux de la transition. Donc il y a évidemment la mobilité, mais pas que. Il y a la question de l'artificialisation des sols, il y a la question de transition agricole, transition forestière, transition énergétique. Donc chaque scénario va présenter des choix contrastés pour montrer qu'il y a des choix sur ces différents ingrédients que je viens de lister. Ils sont incarnés par des sociotypes porteurs, donc on a fait appel à l'imaginaire, on a raconté des fictions pour des personnes qui se baladent dans le territoire en 2050. C'est pas du tout des prédictions, mais c'est plutôt des expériences de pensée qui traduisent ce que c'est que la transformation d'un territoire par des leviers d'aménagement. Et ensuite, ces scénarios-là, ils prennent des parties. Donc très très rapidement, l'archipel diffus, la figure de l'archipel, c'est une figure que l'on utilise souvent en urbanisme pour réguler l'empiètement de l'urbain sur le rural, c'est-à-dire les îles sont les polarités urbaines et rurales, il faut préserver les mers agricoles et naturelles de l'empiètement. Archipel diffus, c'est un peu le scénario technologie verte de l'ADEME, c'est-à-dire on va miser essentiellement sur les innovations technologiques. Donc pour la mobilité, c'est un scénario qui va essentiellement miser sur le verdissement et l'électrification du parc automobile. L'archipel négocié, ensuite, c'est un peu le scénario coopération territoriale. Jérôme a parlé de coopération intercollectivité tout de suite. Donc, c'est un scénario qui prend le parti d'un aménagement qui s'articule autour de coopération renforcée au sein de l'agglomération entre la diversité de typologies de communes, parce qu'il y a des communes rurales, d'autres plus urbaines, d'autres plus périurbaines, mais aussi qui questionne la figure de l'archipel à une échelle plus large, c'est-à-dire entre l'agglomération et les territoires voisins, notamment le Grand Genève. Et là, il y a une gouvernance publique très forte et des investissements publics très forts dans la mise en place de transports en commun qui permettent de décarboner les pratiques de mobilité. Et le dernier scénario, l'archipel des communs, c'est un peu le scénario jacobin qui va prendre le parti de s'articuler avec des changements de pratiques, des changements de mode de vie autour de la mutualisation, le retour à une échelle de proximité et le raccourcissement des distances parcourues. Donc voilà les trois scénarios dans l'ensemble, j'ai un peu raconté sur la question de la mobilité. Et donc ils ont été présentés aux élus. On a mis 1 an à les construire, ils ont mis 1 an à décider. Ensuite, scénario hybride qui permet aujourd'hui de nourrir le PLUI-HMB. On voit les fresques sur la slide suivante. Donc c'est des fresques qui montrent comment le paysage grand-annécien va se transformer dans les prochaines années par cet urbanisme réglementaire que nous, concepteurs, on comprend, que certains élus, certains techniciens comprennent, mais qu'un citoyen lambda ne comprend pas. L'urbanisme réglementaire ne parle pas à tout le monde. Donc on a cherché à montrer 12 lieux types, 12 lieux décisifs de la transition, l'autoroute, l'aéroport, la zone commerciale, etc. Et comment ça se transforme avec cet urbanisme réglementaire à un horizon 2035, à un horizon plus lointain 2050. Et donc sur la question de la mobilité, je vais faire très vite parce qu'il y a énormément de choses là-dedans, mais il y a effectivement les petits trajets, les moyens trajets dont parlait Laure. Donc la courte distance, la moyenne distance, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille sur les évolutions programmatiques pour densifier par exemple dans des endroits où on a aujourd'hui de la desserte en transport en commun intéressante. On lutte contre la monospécialisation des espaces qui peut avoir tendance à rallonger les distances. On travaille aussi sur la question des espaces publics. Nous, on parle d'affordance espaces publics dans le monde de l'aménagement, c'est-à-dire comment la forme des espaces publics peut prioriser tel ou tel mode de déplacement, comment ça peut donner envie de pratique d'un mode actif, c'est-à-dire le piéton ou le vélo, au détriment de la voiture, qui est le principal poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc comment on rationalise aussi la place de l'automobile. Et puis à longue distance, là j'ai pas tout listé, mais voilà, ce sont les principaux points. Et longue distance, on a abordé, même si ce n'est pas de compétence agglomération, mais l'agglomération a le droit de se poser des questions sur son rapport à Genève et avoir des leviers de négociation, d'échange là-dessus. La transformation de l'autoroute qui relie Genève à Annecy, donc dans chaque sens, la transformation d'une voie automobile en voie BHNS, bus haut niveau de service, qui devient à plus long terme un tramway 2050. Et puis le doublement ferroviaire aussi a été évoqué avec son impact sur la décarbonation. Et puis enfin, sur le transport aérien, parce qu'il y a un aéroport à Annecy. Aujourd'hui, il y a une concession jusqu'en 2035. Là-dessus, on a proposé de développer un transport de dirigeables pour la logistique, mais aussi pour le transport de personnes. C'est pas une blague, c'est une démarche sérieuse qui existe d'ailleurs à Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole le développe. Et en gros, ça permet d'envisager aussi à un horizon moyen terme, long terme, aussi un changement de pratique sur la question du transport aérien qui est encore plus émetteur de gaz à effet de serre que le transport automobile. J'ai fait très vite, il y a plein de choses dans cette étude, mais voilà, ce sont les principaux points sur la mobilité. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant et on va finir avec Laure Wagner, donc avant de prendre les questions de la salle. Comment 1 km à pied peut s'immiscer là-dedans et compléter ces solutions? Eh bien, du coup, je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le fait
de s'attacher à la réduction de la distance n'est pas du tout une lubie de ma part, ni quelque chose d'anecdotique, puisque 74% des actifs français sont des employés de terrain. On voit les métiers ici, dans l'énergie, les transports, la santé, vieillesse, services publics, BTP, hôtellerie, restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté. Le point commun, donc là, si on est vraiment, c'est 3/4 de la population. Il faut avoir aussi en tête qu'ils sont en horaire décalé. Selon la DARES, 50,2% des actifs français sont en horaire atypique. Donc, quand il s'agit de faire du report modal vers le vélo, les transports en commun ou le covoiturage, on n'est pas en heure de pointe, donc ça rend encore plus compliqué le report modal. Donc c'est pour ça aussi que je vais vers une direction de réduction des distances. Tous ces gens-là travaillent pour des employeurs multisites, un peu partout sur le territoire. Et on va regarder slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je suis très fière de vous dire que ma boîte a 4 ans et que je travaille déjà pour Lidl, Auchan, Carrefour, SNCF Transilien, La Poste en Bretagne et en Normandie, les crèches Petit Chaperon Rouge, je viens de signer avec Corian, et que maintenant, ça n'est plus simplement une idée, mais maintenant j'ai des chiffres, j'ai des résultats. Et donc 62% des salariés de mes clients, 62%, plus de la moitié, ont effectivement un site de leur propre employeur plus près de chez eux. Je m'attendais en lançant la boîte que ce soit 25%. Donc imaginez à la fois ma surprise mais mon effroi quand j'ai découvert que c'était 62%. Et le gain médian pour ces gens-là, donc on est en train de parler d'un cantinier, d'une aide-soignante chez Corian, des assistantes de puériculture en crèche, etc. Le gain pour ces 62%-là est de 10,2 km par trajet. Sachant que je vous ai dit tout à l'heure que le trajet médian en voiture des Français, c'était 15 km à l'aller. On leur fait gagner 10,2. En gros, on aide plein de gens à passer d'un trajet de 15 km à un trajet de 5 km. Eh bien, ça change tout, parce que 15 km, ils le faisaient en voiture. 5 km, ils le font pour la plupart toujours en voiture, mais déjà, ils ont économisé 20 km par jour en voiture, ce qui fait 100 par semaine, ce qui fait 400 par mois et 4600 par an. Donc c'est quand même énorme. Et en plus, le jour où il y aura des infrastructures, qu'ils auront accès à un système de leasing, c'est super, ce que vous faites sur le vélo, pas trop cher, etc., ils seront en mesure de passer au vélo, alors que quand ils en faisaient 15, c'était hors de propos. Donc voilà pour le chiffre. Je crois que j'ai un dernier slide. Voilà. Petit exemple pour faire écho à ce que présentait Iba sur Annecy. Je vous ai mis un screenshot. Comme je vous ai dit, on travaille pour tous les Lidl de France. Donc là, je me suis amusée à prendre une capture d'écran de si je voulais recruter sur le Lidl d'Annecy. Donc désolé, je me lève. La manière dont ça se comprend, c'est qu'il y a donc 20 salariés Lidl déjà en interne qui habitent à proximité de, je connais pas bien, avenue de Périaz à Annecy. Et donc on se rend compte qu'en interne, il y a déjà un équipier polyvalent qui travaille sur son site actuel à Saint-Julien-en-Genevois. Tu dois connaître du coup. Il met actuellement 50 minutes pour aller travailler à Saint-Julien-en-Genevois pour le SMIC. Il pourrait avoir seulement 26 minutes de trajet vers Annecy, en gagner 24, économiser 36 km matin et soir, économiser 6 000 € par an, etc. Et c'est ce que je vois tous les jours chez tous mes clients. Et donc ça ouvre une perspective de réduction de CO2, d'amélioration du pouvoir d'achat, de qualité de vie, de réduction du trafic qui est colossale et à la portée de tous, comme vous êtes employeur public pour la majorité. Merci. Merci beaucoup sur cette note d'espoir. On va pouvoir maintenant prendre quelques questions de la salle avant d'ensuite laisser la parole à Thierry Marty, agent de la ville, sur le sujet du pôle d'échange multimodal. Des micros qui passent sur les côtés pour les questions. Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que déjà quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été... Ah, parfait. Et je vous demanderai de vous présenter rapidement au début. Bonjour. Pour qu'on puisse... Louis Cotin de chez Léonard, donc la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Local de l'Étape, j'habite à Saint-Martin-de-Sescas, commune de 500 habitants, entre Langon et La Réole. Donc tous ces problèmes de mobilité, je les connais bien, parce qu'on est encore sur un système d'une seule voiture avec 2 enfants. Donc c'est de l'organisation. Une remarque sur le vélo. Moi, je me demandais s'il y avait des réflexions pour différencier le vélo loisir du week-end, où on va se balader dans les vignes, au bord des rivières et autres, du vélo du quotidien, qui va longer les axes. Je pense à ma départementale, la 1113, où je la prends du coup en vélo pour aller plus vite jusqu'à Langon,
assez dangereux. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les pistes cyclables du quotidien pour aller vraiment se déplacer. Et après, bon, plein de choses à dire sur le rapport du RER urbain avec l'irrigation des territoires autour. Venez à la gare de Langon après 7h30 pour vous garer, pour prendre ce RER urbain, vous n'aurez pas de place. Je disais tout à l'heure qu'on avait fait un premier projet urbain à Libourne sur l'agglo qui s'appelait Libourne 2025, puis Libourne 2030. Qu'est-ce qui a changé? C'est en particulier la place du vélo. Incontestablement. Il y a 15 ans, nos communes s'étaient moins boboisées. Et donc, on doit aujourd'hui réfléchir à des plans vélo. On a, nous aussi, ce dispositif, soit de location longue durée, soit d'offres en libre service sur la voie publique, et de vélos assistance électrique qui marche parfaitement bien. Mais là encore, c'est un impensé. Parce que qui a la compétence de l'aménagement vélo sur un territoire, sur un bassin de mobilité? Personne. La commune va faire des pistes cyclables en site propre là où elle peut. Dans une ville ancienne, c'est un peu compliqué. On va aménager les stockages. On va même jusqu'à aménager, nous, les lieux de vie des vélos, c'est-à-dire les lieux de stockage. Partout dans les quartiers, il y a des petits box que vous pouvez louer pour stocker vos vélos, en bord de gare, parce qu'en étant ancien vice-président de la région en charge des TER, je préfère quand même faire du domicile vélo. On laisse son vélo à la gare, on prend le train et on reprend un vélo en gare de Bordeaux plutôt que de faire monter les vélos dans les trains. Bon, mais ensuite, comment on va de Libourne à Saint-Émilion, qui n'est pas dans l'agglo? Personne ne le pense. Le département, s'il le souhaite, la communauté de communes de Saint-Émilion n'en a pas les moyens puisqu'il n'y a pas de financement, et l'agglo ne va pas le faire hors son territoire. Donc, on est sur le même sujet, effectivement, d'une obligation à faire, mais alors il y a quelque chose qui est en train de naître, un syndicat mixte des mobilités sur le territoire du département de la Gironde, considérant que c'est effectivement le bassin de mobilité. Mais c'est naissant. Et puis, c'est assez quand même préempté par la région qui ne veut pas se déposséder. Le département n'étant plus, lui, une autorité organisatrice du transport. Donc, voilà, on est encore sur un impensé. Donc, en fait, les mobilités, c'est ce que tout le monde nous demande de construire en politique, avec beaucoup d'expertise qui vient d'être démontrée. Mais il n'y a pas l'organe l'espèce de garde départementalisée, quoi, qui va penser la mobilité sur un bassin de mobilité. Qu'il s'agisse des mobilités douces, ou qu'il s'agisse douces, actives, ou des mobilités voitures ou décarbonées. Et avec un dernier exemple, non mais un sujet qu'on n'aborde pas, par exemple, les drones. C'est une vraie perspective, le drone. Pour de décarbonation, potentiellement. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi c'est pas de la décarbonation? Moi, vous voyez, il y a, quand la problématique de la logistique est à repenser avec noblesse. On peut toujours dire c'est caca, hein, la logistique, c'est pas noble. Ouais, d'accord, mais enfin, tous nos fringues, à un moment donné, ils sont passés par une plateforme logistique. Bon, et ici, par exemple, le monde viticole a besoin de faire transiter quotidiennement des choses entre des laboratoires, des viticulteurs, etc. Eh bien, on va tester des lignes de drones entre la métropole et les 2-3 gros centres viticoles de Gironde. C'est intéressant, mais c'est un impensé aussi. Voilà, bon, il y a plein de choses, mais il faut un GART départementalisé probablement pour absorber ces questions. Sinon, on restera sur des débats qui seront hyper intéressants, hyper larges, où on peut parler de tout, du drone, du machin, de trucs, mais assez confidentiels.
Et en tout cas, on n'amène pas les territoires dans une aventure collective. Ça, c'est sûr. Oui, moi je vais juste ajouter une petite chose sur les SERM, donc les services express métropolitains, et la question de l'intermodalité, c'est-à-dire l'interconnexion entre le transport ferroviaire et les autres modes de mobilité. Donc c'est une démarche qui a été lancée par l'État il y a quelques années, c'était inattendu, et l'objectif principal, c'était de décarboner la mobilité du quotidien dans des territoires peu ou mal desservis, autour des métropoles. Donc à la question carbone. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai raconté très rapidement en introduction, sur une gare, 80% des émissions de carbone, c'est l'intermodalité. Donc c'est le lien essentiellement à l'automobile. Donc aujourd'hui, les SERM, c'est une opportunité exceptionnelle de transition. Ça peut être territorial, ça peut être social, ça peut être écologique. Mais c'est bien au moment où les programmes se définissent et les financements se dessinent, où il faut saisir cette opportunité de transition et faire en sorte que ce soit un vrai projet de décarbonation, de ne pas finir avec des gares où le parking est encore 10 fois plus grand que la gare et la question du vélo est oubliée, etc. Après, quelle gouvernance, ça se discute, mais de toute façon, il y a un ministère de Transport qui soutient ces démarches-là. Et puis, il faut surtout aussi planifier les espaces dont la construction ou dont l'aménagement peut être permis par l'accès à cette nouvelle offre et puis cette nouvelle vitesse. Donc tous ces éléments-là font partie du projet SERM et il ne faut pas que ce soit des oubliés de l'aménagement. Oui. Ok. Sauf que les SERM, oui, mais c'est ça qui est intéressant, sinon c'est chiant. Les SERM, ça va être, j'ai pas d'infos, hein, mais je prends un billet. On voit fond vert, moins 60%. Vous verrez si les SERM ne feront pas partie des arbitrages budgétaires et ça fera descendre personne dans la rue. On est ok là-dessus? Voilà, donc les SERM, disons-le ici, je ne sais pas s'il y a des journalistes, je ne suis pas en train de faire une annonce, mais le système d'échange régional métropolitain qui devait voir le jour à très court terme entre Libourne, Bordeaux, Arcachon, puis il y avait d'autres diamétralisations programmées dans les années qui viennent, eh bien, vont se décaler. C'est des annonces qui vont être faites dans les semaines qui viennent. Et en vérité, la mobilité et la décarbonation seront parmi les grands perdants des arbitrages budgétaires nationaux qui sont en train d'être tranchés par 49.3 ou pas, mais vous verrez ce que dira le vote du budget. Donc, ok, c'est soutenu par le ministère des Transports, sauf que c'est un nain au pied d'argile. Et que, comme ils n'ont aucune division, ça ne fait pas descendre les gens dans la rue. La mobilité, c'est jamais un enjeu de campagne. Jamais. De présidentielle, jamais. Jamais. Il n'y a pas un président qui fait une campagne présidentielle sur le thème de la mobilité. Bon, eh bien, là où il y avait de l'espoir il y a 6 mois, vous verrez que les douches seront froides dans les semaines qui viennent. Ça, c'est ça aussi l'intérêt de cette table ronde dans ce moment-là. C'est de pouvoir se dire que, au-delà de l'expertise qui est absolument passionnante que vous présentez, les objectifs politiques ne seront pas atteints dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, parce que combien de divisions? Nada. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.